toute façon, il n'y aura plus un centime pour envoyer des pauvres Ukrainiens à la mort. Parce que ce conflit, il est amoral. Les Européens se sont servis des jeunes Ukrainiens comme chair à canon. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du mouvement Debout la France. J'aimerais qu'on débute cet entretien en parlant d'actualité assez chaude, et notamment de ce forum économique de Davos qui a ouvert ce mardi 20 janvier. Premièrement, que pouvez-vous dire sur ce forum et que pensez-vous un peu de la situation internationale que cela crée en fait autour de cela ? C'est historique. Les dirigeants européens me font penser à des lapins pris dans les phares d'une voiture, ou à des paillassons qui protestent qu'on s'essuie les pieds sur eux. Je vais être clair, moi, je suis scandalisé de l'attitude de Trump, pour être clair, alors que j'ai pourtant approuvé certaines de ses positions dans le passé. Et que si j'étais américain, pour être franc, je l'ai toujours dit, je pense que j'aurais voté pour lui. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Mais en fait, ces limites qui sont dépassées aujourd'hui, Venezuela, Groenland et le fameux Conseil de la paix, en fait, les dirigeants européens sont pris au piège, puisqu'ils ont toujours été soumis, et ils s'étonnent que leur maître leur tape dessus. En fait, ils pensaient que leur soumission leur permettrait d'avoir un statut de protégé. Et de protégé, on est en train de passer à esclave. Mais le problème de fond, à mon avis, c'est qu'ils répètent en boucle, comme une sorte de mot d'ordre, de gesticulation, « faut plus d'union, faut plus d'union ». Mais ce que n'a pas compris Macron, c'est que l'Union européenne, qui était censée nous renforcer, est l'instrument de la domination américaine, et donc obligatoirement, et de la faiblesse européenne. Donc, ça paraît contre-intuitif pour l'opinion. Mais dans ce contexte international, je suis convaincu qu'il faut au contraire réhabiliter la souveraineté nationale et la coopération entre les nations. Mais je le dis, ça peut paraître contre-intuitif, puisqu'on va entendre à la télévision pendant les jours qui viennent toujours la même chose. Face à Trump, il faut être unis. Oui, mais être unis avec des gens qui sont des traîtres. On voit bien que Merz est en train déjà de reculer. On voit bien que tous les autres s'accommodent. Donc en fait, on revient à la contradiction européenne depuis 50 ans. C'est que... voilà. On aura l'occasion de revenir justement sur ces questions européennes par la suite. J'aimerais vraiment qu'on... Pour l'instant, on s'oriente sur ce qui se passe à Davos, notamment les propos du président de la République, qui encore aujourd'hui, sur cette menace, par exemple, de taxes sur les vins et les champagnes, une taxe de 200% de Donald Trump, nous dit, finalement, ils veulent concurrencer, ils se sentent capables d'attaquer directement les États-Unis sur ça, par exemple. Comment la France devrait se positionner sur cette question-là ? Pour moi, la France doit absolument dire stop. Seule, ou avec les autres, qu'importe, ne pas attendre qu'il y ait les autres. La France, c'est la France, et la France ne cède pas au chantage. Voilà, point. Et la France doit le dire. Mais pour que la France le dise de manière crédible, eût-il fallu qu'elle ait un discours crédible depuis longtemps. C'est ça le drame d'aujourd'hui. Moi, ce n'est pas parce que je suis un anti-macroniste absolu que je vais dire il faut que la France soit soumise à Trump, parce que j'aime pas Macron. Non. C'est la France qui est attaquée. C'est la France qui est menacée. C'est pas possible. Ce Conseil de la paix, c'est n'importe quoi. Ce Conseil de la paix, quand vous lisez ce que c'est, on est chez les fous. Bon. Donc, il y a un moment, on est obligé de dire stop. Sinon, il n'y a plus de recul possible. Donc, moi, je pense qu'il faut dire stop, mais le problème, c'est comment dire stop quand vous avez pris l'habitude du renoncement, de l'humiliation, de la soumission pendant des années, j'allais dire presque des décennies. C'est extrêmement difficile.
Et on voit très bien que face à ça, il faut retrouver une politique souveraine, une politique cohérente, une politique d'effort durable, pas de deux poids, deux mesures. Enfin, tout est à revoir. Notamment sur les questions européennes. Parce que le président parle d'armes anti-coercition. Mais c'est là la contradiction dont je vous parlais au départ. C'est qu'il y a le réflexe de dire, face à Trump, il faut être uni, mais comment être uni avec des gens qui sont des traîtres ? C'est-à-dire que plus Macron continuera dans sa logorée unioniste, fédéraliste européenne, plus il sera dans le piège. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour vraiment être uni, il faudrait être uni avec des gens qui veulent se défendre. Il vaudrait mieux être uni à 3 ou 4 pays qu'à 27 qui ne vont pas se défendre. C'est comme l'affaire du Groenland entre nous. Bon, le Groenland est déjà à moitié américain et le Danemark est une colonie américaine. Bon, voilà. Alors, c'est tragique. Et j'ai pas de solution. La seule solution que j'ai, c'est que la France doit penser à elle-même, doit renforcer sa souveraineté, doit pas faire l'avion de combat européen avec l'Allemagne, voilà. Et c'est pas une solution d'envoyer 15 soldats. Mais c'est grotesque. Mais on est chez les. Mais là aussi, enfin, je veux dire que le président de la République ose faire un truc aussi débile, c'est à se demander mais s'il y a le moindre bon sens. Enfin, je veux dire qu'il fallait mieux envoyer personne. Soit on envoie 1000 soldats et 3 pays de l'Union européenne s'entendent et on prépare un coup. Et là, c'est un vrai clash avec les États-Unis, soit on n'envoie personne. Mais on était dans le ridicule. Mais attention, pour moi, il y a un degré dans l'évolution, et ce que fait Trump sur le Conseil de la paix est impensable pour moi. Je rappelle que la place, 1 milliard d'euros, oui, de dollars. 1 milliard de dollars, et ensuite, décision à la majorité, si approbation par les États-Unis. Non mais là, attendez, jusqu'où on ira ? Donc là, il y a un moment, il faut dire stop. Et ce n'est pas une question de moyens. Et parce que j'entends tous les défaitistes, tous les vichistes français, on ne peut rien faire, il faut céder. Non, il y a une question même d'honneur vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'opinion mondiale. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, qui tout à coup semble avoir un sursaut de dignité, est le plus mal placé pour l'incarner. C'est ça le drame. Et d'ailleurs, si ce n'était pas Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr que Donald Trump se soit comporté comme ça. Donc, on n'est pas dans une situation facile. Moi, si j'avais une solution à vous donner, je ne l'ai pas. Je n'ai pas en magasin. Parce que la souveraineté, ça ne se décrète pas. Ça se vit, ça se pense, ça se construit. Vous voyez, ce n'est pas la génération spontanée. Et puis, elle n'est pas européenne, la souveraineté. Elle ne peut être que nationale et avec des alliances. Finalement, rien ne peut arrêter cette escalade verbale, diplomatique, économique des États-Unis depuis rien en tout cas pour l'instant, ni même un discours, et surtout le discours, par exemple, qu'on a entendu cet après-midi du président de la République. Ça ne les arrêtera pas. Enfin, c'est fini. Là-dessus, Trump a raison. Mais attention, ça va être mis... le président français ne compte plus. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis pour la destitution depuis des mois et que je trouve la classe politique française très lâche. Elle est doublement lâche. Le PS et les LR sont les champions des lâches parce qu'ils refusent de censurer un gouvernement pour garder le pouvoir une minute de plus, c'est-à-dire une année de plus. Et entre nous, je ne trouve pas le RN très courageux parce que c'était le moment de destituer Macron. Et même s'il n'y arrivait pas, ça aurait envoyé un signal très fort. C'est comme ça. Ils attendent tous, et la France perd un an et on est en train de s'enfoncer irrémédiablement. Bon. Notamment sur le côté budgétaire, où ça devient de plus en plus grave et alarmant. C'est effrayant. Mais, encore une fois, moi j'en suis au point, si je suis honnête avec vous, parce que moi je ne viens pas ici pour vous raconter des fadaises, je pense que tout l'enjeu, c'est de présenter aux Français en 2027, c'est ce que je ferai, une offre souveraine, indépendantiste, cohérente, durable, structurée, avec les éléments de la reconquête de la souveraineté. Parce que face à cette espèce de folie générale, je pense qu'il n'y a qu'une chose, c'est faire le gros dos et reconstruire les choses.
Vous me disiez, on n'a pas de moyens. On a un moyen quand même très important, qui est l'opinion. Le général de Gaulle, seul en 40, il n'a rien. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et il a une pensée juste. Et quand vous n'avez plus grand-chose, la pensée juste, c'est fondamental. Et la pensée juste, elle est très importante vis-à-vis de l'opinion américaine. Parce que si vous avez une France digne de son histoire, digne de ce qu'elle a fait en 1966, en quittant l'OTAN, digne de ce qu'elle a fait en Irak, enfin en refusant l'engagement en Irak, à nouveau digne, mais le problème c'est que Macron ne peut pas l'incarner parce qu'il n'est pas cohérent. Ça veut dire aussi faire la paix en Ukraine parallèlement. Ça veut dire retrouver des marges de manœuvre. Parce que le problème de cette classe de dirigeants européens, c'est que ce sont des ânes. Non seulement ils sont lâches, ils sont soumis, mais en plus ils sont bêtes. Je pense qu'ils sont fondamentalement bêtes. Parce que ce sont eux qui se sont mis dans ce piège. C'est Mme von der Leyen qui est allée se coucher en Écosse parce qu'elle pensait que Trump lui donnerait un peu d'argent pour continuer à soutenir Zelensky. C'est qu'ils ont accepté cette guerre absurde au cœur de l'Europe qui fait qu'on achète notre gaz 3 fois plus cher et que ça ruine notre industrie. Donc, il y a un moment où il faut remettre tout à plat. Ça veut dire ils ne peuvent pas les remettre en cause. Ils ne peuvent pas se remettre en cause. Donc, ils vont continuer à gesticuler. Trump sait très bien qu'il peut avancer. Et nous, on a la charge, le devoir, vis-à-vis des Français, de reconstruire quelque chose. On a le devoir de reconstruire quelque chose, mais parfois les Français se disent mais finalement notre opinion justement n'est pas prise en compte. Je pense à 2005 par exemple, où les Français ont voté majoritairement contre l'euro. Des exemples comme ça, j'en avais plusieurs, mais est-ce que finalement à chaque fois l'Europe n'est pas finalement toute puissante et comment on arriverait à sortir en fait, de cette Union européenne? Comment et pourquoi? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est la preuve par l'exemple. C'est pour ça que ça va être long. Mais l'exemple du Mercosur est très intéressant. J'en viens au Mercosur, pourquoi? Parce que le traité de Lisbonne, que j'avais refusé à l'époque contre Sarkozy, et j'ai quitté l'UMP et fondé Debout la France avec ça, enfin, à l'occasion de ce refus, le traité de Lisbonne, qui a violé le non du référendum français à la Constitution européenne, a rétabli la fin du droit de veto sur les accords commerciaux et a imposé la loi de la majorité. Ce qui est fascinant dans l'histoire des hommes et de la politique, c'est que c'était 2008, c'est il y a presque 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a presque 20 ans, vous imaginez que moi je me suis élevé contre une décision, j'ai quitté mon parti, j'ai fondé un nouveau parti, avec personne, on est parti à l'aventure, parce que je savais que ce viol du référendum allait casser la démocratie française et surtout nous entraîner dans des drames. Eh bien, c'est quand même fascinant de se dire que c'est les deux mêmes partis, PS, UMP, qui ont voté Lisbonne contre l'avis du peuple français, qui aujourd'hui acceptent le Mercosur, voté à la majorité des pays de l'Union européenne contre la France. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça veut dire qu'on arrive à la fin de la logique européiste. C'est-à-dire que le gouvernement français, le président français et les principales forces politiques du pays, encore majoritaires, hors LFI, RN, à l'Assemblée nationale, acceptent que des pays de l'Union européenne votent un accord qui va détruire l'agriculture de notre pays. Or, on est là pile dans l'intérêt vital dont parlait De Gaulle. Quand les intérêts vitaux de la nation sont engagés, il n'y a pas de loi de la majorité, on a le devoir de dire stop. Et là, il y avait quelque chose à faire, on sait ce qu'il fallait faire. Si on avait eu un président qui n'était pas complice de ça, ou qui n'était pas, d'accord avec cette loi de la majorité, c'était de suspendre tout financement à l'Union européenne. On coupe les robinets, le truc s'effondre. Et il ne pouvait pas voter, c'était une crise. Mais non, il l'a accepté. Mais le PS l'a accepté. Retailleau l'a accepté. Puisque Retailleau dit, mais le président de la République a voté contre, alors on ne censure pas. Mais le problème, c'est pas qu'il ait voté contre. C'est qu'il ne se soit pas donné les moyens de bloquer cet accord. On est assujetti après à des sanctions, si on bloque. Mais les sanctions, mais attendez, quand l'intérêt vital de la France est mis en cause, vous dites stop, vous jouez plus, fini. Ça, c'est à court terme. Moi, je pense qu'à moyen terme, et à long terme, mais plutôt parlons du moyen terme. Court terme, il fallait réagir tout de suite. Ils ne l'ont pas fait. Moyen terme,
quand Jordan Bardella dit « on devient majoritaire, c'est pas le moment de partir », ben, je suis désolé de lui dire, ça je le pensais à un moment, moi je reconnais, je me suis trompé, et aujourd'hui, l'exemple même du Mercosur montre qu'on est minoritaire dans cette structure à 27. Donc, il ne faut pas faire croire aux Français qu'en 2027, en continuant la même politique, on aura des résultats différents. Parce que c'est ça qu'il promet. Il dit, on va être majoritaire, on va s'entendre avec l'Italien de Meloni, avec Orban, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Non. Sur les décisions fondamentales, l'agriculture, le commerce, l'industrie, on est minoritaire à 27. Donc la question fondamentale, d'ailleurs j'allais dire même sur l'Ukraine, parce que même si on faisait alliance la France avec Orban, la Slovaquie et quelques autres, je ne suis pas sûr qu'on soit majoritaire. Mais enfin, qu'importe. Sur les questions de souveraineté agricole et industrielle, on est minoritaire. Donc on n'a que deux solutions. Soit on se soumet à la loi de la majorité et on crève, soit on sort de ce système, on se libère. Longtemps, j'ai été sur la solution, je dirais, Bardella. C'est-à-dire qu'avant le Covid, je pensais qu'il y avait encore la capacité à modifier de l'intérieur l'Union européenne. La crise du Covid, la dictature qui s'en est emparée, les mesures autoritaires de contrôle de l'information, DSA et compagnie, et le Mercosur, et la fuite en avant dans la guerre, me disent aujourd'hui que la seule solution, c'est la sortie. Pas une sortie pour rester tout seul, une sortie libératrice, j'allais dire même destructrice de l'Union européenne, pour dire la France ne joue plus, mais mieux que ça encore. La France appelle les autres pays à se libérer de ce carcan, et c'est ça ma différence avec Philippot et Asselineau, c'est que dans mon esprit, la sortie que je propose, c'est pas une sortie, on s'en va, on file à l'anglaise, parce que la France, c'est pas l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une île, il y a eu cette tradition. Le Brexit correspond à la tradition anglaise. Nous sommes un pays continental qui a toujours joué un rôle de libération, de 89, 48, je parle de 1800, 1700, etc. Et je pense qu'il n'y a pas que le peuple français qui n'en peut plus de l'Union européenne. Et je pense que la démarche que je propose, et j'ai mis du temps à la conceptualiser, si je puis dire, la démarche que je propose, elle est originale, parce que c'est de dire, nous sommes autant européens que les autres. On n'a pas de leçon d'européisme à recevoir. En revanche, cette Union européenne-là, elle tue la France et elle tue l'Europe. Donc, basta. Et on s'en va, mais on appelle les autres pays à venir avec nous. Alors peut-être qu'il n'y en aura qu'un qui vienne, peut-être qu'il y en aura que deux, peut-être qu'il n'y en aura aucun, mais les peuples, on va mettre le verre de la liberté dans le fruit. On créerait une nouvelle Union européenne ? On ne créerait surtout pas une Union européenne, on créerait une confédération de nations libres, souveraines, chacun ses frontières, ses budgets, sa loi et à terme sa monnaie, mais qui en revanche peuvent coopérer entre elles. Parce que moi je ne suis pas non plus, alors on me le reproche assez dans le camp souverainiste, mais ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on doit être toujours seul. Et je pense que la démarche que je vais proposer en 2027, cette sortie, ce que j'appelle raisonnée, est ouverte aux autres, pas pour fuir mais pour reconstruire, est la seule sortie qui, je pense, peut convaincre les Français. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vais présenter un projet de traité souple, d'organisation très souple, parce que je crois que les Français ne veulent pas la fuite. Les Français sentent bien que l'Union européenne ne marche plus, mais ils ne veulent pas partir comme ça, à la sauvette. Donc, il faut trouver une solution. Et la solution que je propose, elle correspond au ras-le-bol des Français vis-à-vis de cette structure, qui n'est plus tenable, qui devient dictatoriale, pas seulement sur les États, c'est ça la grande nouveauté, mais sur les citoyens. Parce que la grande nouveauté quand même des années Covid et qui suivent, c'est que l'Union européenne n'a plus vocation à contraindre les États. Ça, j'ai toujours voté contre tous les traités depuis que je suis en politique. Mais là, elle s'attaque aux individus, c'est-à-dire qu'elle veut passer au-dessus des États. Permis de conduire numérique, carnet de santé numérique, passeport numérique, euro numérique. C'est la prison fatale. C'est fini. Votre génération, parce que vous êtes plus jeune que moi, votre génération, c'est foutu si on accepte ça. Donc c'est maintenant qu'il faut partir. Il n'y a pas photo, c'est maintenant. Donc moi, ça sera le thème de ma campagne présidentielle, parce que c'est ce que je peux apporter au débat politique. C'est, je pense, une vision très précise de ce qu'est l'indépendance d'un pays, sa souveraineté et une nouvelle organisation européenne.
Et cette nouvelle organisation européenne, alors là je vais faire la provocation absolue, elle peut aller très loin. Elle peut aller à une alliance avec la Russie. Elle peut aller à une belle alliance avec les pays de la Méditerranée, des coopérations. Je veux dire, cette espèce d'hystérie européiste refermée sur des pays en plus qui sont des colonies américaines n'a aucun sens. La France a un rôle de carrefour. Elle doit travailler avec la Méditerranée et l'Afrique. Elle doit travailler avec l'Est, le Grand Est. Elle ne doit pas être l'ennemi des États-Unis si les États-Unis se comportent bien avec nous. Il ne s'agit pas non plus d'être anti-américain du tout, mais il s'agit de dire quand vous dépassez les bornes, vous les dépassez et on dit stop. Voilà. Et on s'en donne les moyens. Mais tout ça, ça veut dire une reconstruction folle quand on y réfléchit. Mais il faut partir déjà de la base. Qu'est-ce qu'on veut ? Parce que le problème de la vie politique aujourd'hui, pourquoi les gens sont écœurés, c'est parce qu'ils n'ont pas le sentiment qu'il y a un projet clair. Si vous comprenez quelque chose à ce que proposent les différents partis politiques français, venez me voir. Mais justement, ce que vous proposez, est-ce que c'est peut-être pas trop compliqué ? C'est pas compliqué, c'est très simple. À comprendre pour nos concitoyens. C'est très simple. On s'en va, c'est plus tolérable, mais on est capable, en s'en allant, parce que nous sommes un grand pays, de reconstruire quelque chose d'utile. C'est très simple, c'est l'Europe confédérale. C'est-à-dire que ce n'est pas supranational. C'est que la nation doit être libre pour bien travailler avec les autres. C'est un peu comme une famille. Le patriarcat, c'est fini quand même depuis un certain temps. L'égalité des couples. Une famille est heureuse si chacun respecte les autres. Voilà. Moi, je n'ai pas envie d'être dans une Europe dictatoriale, qui tue la France, son identité, et qui tue aussi l'Europe. Et qui a tué récemment, encore une fois, nos agriculteurs. Qui les termine. Non mais, donc là, on est obligé de réagir. Enfin, c'est une question de survie, là. C'est plus... la maison brûle, on sort de la maison. Voilà. Et la maison brûle, et la plupart des gens qui sont dans la maison ne veulent pas éteindre l'incendie. Oui, il y a des responsables. Ah bah oui. De cet incendie. Oui. Et c'est surtout l'incendie, ils le foutent en France. Parce qu'ils préfèrent vendre des Mercedes et tuer les agriculteurs français, parce que c'est quand même ça la réalité. Donc il ne faut pas nous prendre pour des cons, pardonnez-moi l'expression. Nos amis allemands, comme on dit, ils nous aiment tellement qu'ils veulent nous voir morts. Bon, moi j'ai l'instinct de survie, voilà. Dans cette idée où justement il y a peut-être des responsables qui sont pointés du doigt, je pense notamment au SMS, que je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'a envoyé le président de la République Emmanuel Macron à Trump, qui par la suite en fait l'a un peu humilié en diffusant cela sur Twitter, X. Est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, garder une crédibilité en fait, avec un président de la République qui... Mais il n'a aucune crédibilité. Macron, c'est fini. C'est fini. Et entre nous, l'affaire du SMS, ce n'est pas pour défendre Trump, loin de là, mais la petite vidéo grotesque où il se met en scène en train d'appeler, de réveiller Trump pour lui passer Zelensky, c'est quel niveau aussi ? Non mais enfin, attendez, il y a un moment... c'est abject. C'est cette espèce de mise en scène grotesque. Donc, le problème de fond, c'est quand vous avez des clowns au pouvoir qui ne sont pas respectables, comment voulez-vous qu'ils soient respectés ? Le drame, c'est qu'il entraîne la France là-dedans. Donc, ce n'est pas en revanche pour ça que je vais dire que Trump a raison de l'humilier, parce qu'en humiliant Macron, il humilie la France et moi. Parce que moi, je suis français. Donc, je n'accepterai pas de jouer contre ma nation. Voilà. Donc, mais encore une fois, tout l'enjeu, c'est de repartir à zéro le plus vite possible. Encore faudrait-il que l'opposition ait une pensée. Et ça veut dire qu'il est très important qu'on dise aux Français ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'une fausse alternance. Moi, je pense que l'alternance va venir. Mais elle ne viendra que si on a une pensée claire de ce qu'on fait. Et si on dit clairement aux Français vers où on veut les mener. Parce que là, il y a un choix existentiel pour la France. Et pas seulement sur l'affaire de l'Europe. Comment on réforme notre école publique, comment on assainit nos comptes, comment on sauve nos agriculteurs, sans tomber dans la démagogie, on rase gratis, on baisse le prix d'énergie des trois quarts, enfin, il faut revenir sur Terre. Voilà, et c'est pour ça que j'ose espérer qu'on ait en 2026 le début d'une campagne présidentielle sérieuse.
C'est pas gagné. C'est pas gagné. J'aimerais revenir à nouveau sur les enjeux autour du Groenland. Le président américain parle de ce Conseil de la paix. Il veut en fait supprimer l'ONU dans un sens. Qu'est-ce que vous voyez venir à l'issue en fait de ce regroupement du Groenland, autour du Groenland, pardon. Moi, je pense que Trump est un joueur qui pousse au maximum son avantage. C'est clair qu'ils veulent le Groenland. Est-ce que les Européens auront le courage, parce que là, c'est pas seulement la France. Faut être clair. Moi, je crois à l'alliance de certaines nations européennes. Je ne crois pas à l'Union européenne. Je pense qu'il faut l'éradiquer et qu'ensuite, il faut gouverner seul notre pays. Ce n'est pas aux autres de se mêler de nos affaires et qu'ensuite, il faut que notre pays coopère avec quelques pays. Voilà. Et je pense que ça ne va pas être facile, mais je ne vois pas l'intérêt. Je pense que Trump, comme tous les joueurs, peut aller trop loin aussi. Et que l'opinion américaine n'est pas fan de cette crise transatlantique. Donc je pense que s'il y avait un peu de fermeté intelligente des Européens, il peut peut-être bloquer. Et il faut le bloquer là-dessus. Maintenant, est-ce qu'ils le feront ? J'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas en envoyant 15 chasseurs alpins avec des Allemands qui partent le lendemain que Trump hausse la voix qu'on va y arriver. C'est clair. Ça, c'est surtout qu'en face, ils haussent le ton, hein, quand même. Il y a eu des avions américains qui ont été déployés dans la zone. Mais la vraie question, c'est pas avec Mark Rutte, qui est un espèce d'obséquieux, un caniche obséquieux, secrétaire général de l'OTAN, qu'on va y arriver non plus. Vous voyez, le problème de fond. Mais ils sont pris au piège. Et ce faisant, ils nous humilient tous. Voilà, mais moi, je ne vais pas vous dire que j'ai la solution sur le Groenland. Je serais président français aujourd'hui dans l'état de la France. Est-ce que j'enverrais 1000 soldats ou 3000 soldats et un porte-avions, enfin s'il peut y arriver, pour attaquer les Américains ? Là, c'est une responsabilité pour le coup européenne. Est-ce que les Européens sont prêts à 3 ou 4 pays à hausser le ton vraiment ? C'est-à-dire pas le truc de coercition à la con, pardonnez-moi, espèce d'outil pseudo-technocratique sur les droits de douane. C'était la question de savoir est-ce qu'on envoie 2000 hommes au Groenland avec l'autorisation du Danemark. Mais comme le Danemark est déjà une colonie, comment voulez-vous qu'on le fasse ? Donc je crains que le Groenland soit mal barré pour le Danemark. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Et ça me fait de la peine, mais je n'ai pas les moyens de l'empêcher aujourd'hui, si j'étais en fonction. En revanche, si plusieurs chefs d'État européens avaient construit petit à petit leur indépendance, ils seraient en mesure de dire stop aux États-Unis. Mais ce n'est pas avec des déclarations qu'ils diront stop à Trump. C'est que si Trump voit qu'il a quelque chose qui lui résiste. Trump ne respecte que les forts. C'est la loi du plus fort, finalement. Oui, et pas seulement du plus fort, du plus crédible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez être fort si vous êtes crédible. C'est la stratégie du petit fou au fort très puissant. C'était toute la stratégie de la dissuasion française. La France n'était pas... Quand De Gaulle fait sa bombinette, disait Mitterrand, vous retrouvez les écrits de l'époque, tout le monde se moquait de Gaulle. Et j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu, dans des journaux, bon, ils ne disent pas toujours des choses vraies. Les fake news, ce n'est pas que les réseaux sociaux, loin de là. Les fake news institutionnalisées, c'est la presse française, souvent. Mais je lisais quand même qu'un certain Emmanuel Macron, membre de la commission Attali, avait recommandé de supprimer la force de dissuasion pour faire des économies, quand il était à la commission Attali sous Sarkozy. Ça coûtait trop d'argent. Bon, ça a été mis dans un journal. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous rendez compte d'où on vient ? Bon, on a énuméré plein de... Je suis désolé, je ne vous donne peut-être pas une réponse totalement parfaite, mais moi je préfère vous répondre honnêtement sur les marges de manœuvre. Mais c'est pour ça que... Une marge de manœuvre, ça se conquiert. Aujourd'hui, on a énuméré plusieurs dangers pour la France. Pour vous, de ce que j'ai cru comprendre, c'est l'Europe. Est-ce qu'il y en a un autre à identifier, du moins c'est cette Union européenne, pardon. Est-ce qu'il y en a un autre à identifier, danger ? Le danger, il est en nous. Il est dans nos têtes. C'est le poison du défaitisme, de la résignation, ce que j'appelle le poison vichiste. En référence à l'histoire. C'est-à-dire cette incapacité française à croire en soi et à être cohérent dans ses politiques. Parce qu'encore une fois, à la différence de certains souverainistes,
qui croient qu'en disant « ah bah l'Union européenne, on va s'en sortir », c'est d'abord en nous qu'il faut trouver la force, je prends un exemple, de bien gérer nos comptes, d'avoir une politique industrielle, de ne pas laisser nos entreprises bouffées par les États-Unis ou d'autres pays, la Chine. Je ne sais pas si vous aviez vu ce chiffre qui a été confirmé parce que 1600 entreprises françaises ont été achetées par les États-Unis depuis l'arrivée de Macron. Donc, si vous voulez, la vraie faiblesse française, c'est de s'être laissé aller depuis 20 ans. L'Union européenne était un moyen de se laisser aller. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la classe dirigeante française n'avait plus d'objectif pour la nation, c'était tellement facile de prendre un substitut de puissance qui s'appelle l'Europe pour faire croire aux Français qu'ils allaient se projeter dans l'Europe et que c'était gagné. Non, c'est la fable du chien et du loup. Hein. On les a mis en laisse. Vous voyez ce que je veux dire? On leur a donné des croquettes, et puis il n'y a plus de croquettes, et maintenant la laisse, elle est cloutée. Elle fait mal. Vous voyez? Donc il faut enlever la laisse. Et ça, c'est vachement dur d'enlever la laisse. Je pense que vous n'êtes pas le seul, peut-être, dans cet échiquier politique à droite, à penser de sortir de l'Union européenne. Est-ce que pensez-vous qu'il y en a d'autres qui en fait le veulent, mais qui n'assument pas? Oui, mais alors, soyons francs. Moi, pendant longtemps, j'ai cru, notamment en 2019, j'ai fait ma campagne européenne, sur on va le changer de l'intérieur, on va changer le syndic de copropriété de l'immeuble. Donc, moi, j'ai évolué. Donc, pourquoi d'autres n'évolueraient pas? Je vois beaucoup de gens, suite à mon changement de position, parce que j'ai évolué, moi je ne le nie pas, ce changement. Les circonstances ont évolué, l'Europe est devenue de plus en plus totalitaire, et il faut se dégager, il n'y a plus d'autre solution. Suite à ça, il y a des gens qui sont venus me voir dans la rue, dans machin, et qui me disent « vous avez raison, moi aussi je ne croyais pas ». Donc, on peut se tromper parfois. Moi j'ai voté contre tous les traités, donc j'ai toujours vu le danger de l'Union européenne. Mais je pensais que si on arrivait au pouvoir, d'un coup, on pourrait s'en échapper. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus. Voilà. Et je pense que la vie politique française a besoin d'un acte clair de sortie, de reconstruction et d'effort national. C'est-à-dire qu'en revanche, je ne crois pas à la sortie comme miracle. La sortie, c'est la conséquence d'une prise de conscience nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a la sortie placebo, c'est-à-dire on sort de l'Union européenne et tout va se régler. Non. Non, parce que vous pouvez sortir de l'Union européenne, faire une politique archi-démagogique, faire Cuba, ça ne changera pas le problème. C'est-à-dire, c'est pour moi une sortie raisonnée pour reconstruire une Europe intelligente et un effort national. Donc c'est un sacré programme. Mais je veux le présenter devant les Français parce que ce que j'aimerais, c'est mettre au cœur du débat politique la sortie. Or aujourd'hui, le Frexit est un thème presque folklorique et anecdotique qui est d'ailleurs refusé par les grands médias. Et je pense être le seul, prétentieusement peut-être, à avoir la capacité de le mettre sur la place publique à l'occasion de la présidentielle, car j'espère, touche du bois, avoir mes 500 signatures, je les ai eues 3 fois, donc j'espère les avoir à nouveau, alors que d'autres partisans du Frexit tout à fait honorables n'ont pas les signatures. Et donc, à chaque fois, ils sont écartés du scrutin présidentiel. Et je pense que si on arrive en France à avoir un candidat Frexit, donc sorti de l'Union européenne, je préfère le mot sortie reconstruction, sortie raisonnée, qui ouvre le débat et qui recueille un certain nombre de suffrages, qui nous sort de la clandestinité, eh bien, on sera dans l'Angleterre d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on aura amorcé la pompe, on en fera un débat central et ça va influencer les autres partis, qui pourront plus abandonner la nation comme ils l'abandonnent tous. Parce que moi, ce que je remarque surtout, et c'est ce qui me fait ma différence avec le Rassemblement national en ce moment, c'est que le Rassemblement national me fait penser à Chirac quand j'étais avec Seguin. Ça ne suffit pas d'avoir des patriotes à la tête... Ben non, s'ils se couchent devant l'Union européenne et s'ils n'osent plus rien dire. Donc, moi, mon boulot, il est de peser au maximum par le nombre de voix que j'aurai. Et moi, je vais le dire aux Français. Donnez-moi le maximum de suffrages et vous serez sûr qu'on ne sera plus soumis à l'Union européenne. Si vraiment tous ceux qui veulent la sortie de l'Union européenne, 30% de l'électorat quand même,
m'aident, les autres partis ne pourront plus rien faire. Et ça, c'est très important pour l'avenir. Parce que c'est peut-être un débat qui va durer 15 ans. Mais si on n'amorce pas la pompe, on va se retrouver toujours avec ce thème mis de côté des médias. Or, je pense que les Français commencent à réaliser. Le Mercosur, vous savez, le fait que les maires commencent à enlever le drapeau européen. À quelques semaines de cet enjeu politique des municipales. Jamais on n'aurait vu ça il y a même 6 mois. Non. Et puis la liberté, c'est quand même le plus beau combat. Et vous allez voir dans mon bouquin que je sors au mois d'avril ou mai, je ne sais pas, on va voir. Il faut que je finisse, mais presque fini, plus que 2 chapitres. J'ai vraiment travaillé là-dessus. C'est d'ailleurs en écrivant ce livre que je me suis dit, tu ne peux plus, tu dois dire ce que tu penses au fond de toi-même. Même si on te dit le Frexit c'est impopulaire, même si on te dit les Français ne sont pas prêts, même si on te dit ça va gêner la victoire des patriotes, on va faire peur. Je pense que là maintenant, il faut dire la vérité. C'est une opération vérité pour moi, du fond de mon cœur. Ça je l'entends. Et bon, à ce tour, dans ce sujet, certains avancent pour ne pas sortir de l'Union européenne, le conflit en Ukraine. Vous, qu'est-ce que vous feriez ? Ah, c'est clair. Je suis élu président de la République. Dans l'instant, je coupe tous les crédits. J'arrête. Voilà. Et je dis, je veux une conférence de la paix à Paris avec Poutine, Zelensky, avec leurs représentants, et on fait la paix. De toute façon, il n'y aura plus un centime pour envoyer des pauvres Ukrainiens à la mort. Parce que ce conflit, il est amoral. Les Européens se sont servis des jeunes Ukrainiens comme chair à canon, voilà, pour obéir à l'État profond américain. Ça va. Voilà. C'est le plus grand des fiascos humains, une boucherie inutile, le plus grand des fiascos économiques, la ruine de l'industrie européenne, allemande, italienne, française, le plus grand des fiascos géopolitiques, pousser la Russie dans les bras de la Chine, aberrant, se soumettre aux États-Unis de l'autre côté. Mais enfin, et on ne peut pas me reprocher, alors là, d'avoir changé d'avis. Je l'ai dit dès le 7 mars 2022, j'ai fait une conférence de presse dans mon QG de campagne, il n'y avait pas beaucoup de journalistes, où j'ai écrit un texte, et dès le début, et on m'a critiqué, agent de Poutine, russe, machin. L'Europe, au XXIe siècle, si elle veut exister entre la Chine, les États-Unis, l'Afrique, doit être unie entre la Russie et l'Europe occidentale. Et si vous avez la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Russie ensemble, et je sais que c'est dur pour la Pologne et la Russie, mais on est les plus forts. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'État profond américain a tout fait pour entraîner cette guerre en Ukraine et que les dirigeants européens sont tombés à pieds joints dedans, par soumission à leurs intérêts, etc. Mais le drame, c'est qu'ils sont à pieds joints dedans, qu'on voit les résultats de cette erreur fatale, et qu'ils continuent. Et qui continue à donner nos milliards. Vous savez, ce matin, j'étais à la gare dans ma ville, à 7h du matin, distribuer mes tracts pour les municipales, et il y a un monsieur, un chauffeur de bus, et on parlait des bus qui n'arrivaient pas à l'heure, du manque de mécaniciens dans les dépôts de bus, enfin, des choses très concrètes. Et il me dit, évidemment, avec tous les milliards qu'on donne à l'Ukraine. Donc, vous voyez, les gens... C'est un argument qu'on entend souvent auprès de nos concitoyens. Mais les gens, ils ne sont pas cons, mais ils ont compris. Il n'y a pas d'argent pour les retraites. Notamment auprès des agriculteurs. Oui, mais il n'y a pas d'argent pour les retraites. Mais c'est normal, 200 milliards. Je ne sais pas combien on est, là, pour l'Europe. Mais c'est colossal. On est fou. 200 milliards pour un conflit sans fin. Mais c'est génial pour la Chine et les États-Unis. Mais les Chine et les États-Unis ont inventé le truc de rêve pour faire sortir l'Europe de l'histoire. Et ils ne comprennent toujours pas. Ou alors ils comprennent, mais ils sont tellement liés. Tellement liés. Toujours dans... Donc faire la paix en Ukraine, c'est la clé du début du redressement français. Allemand, italien d'ailleurs. Et vous pensez que vous allez pouvoir convaincre aussi les autres dirigeants Non, les autres dirigeants, je ne les convaincrai pas, parce que ça ferait longtemps que je les aurais convaincus, puisque j'en avais parlé 100 fois. Mais il faut convaincre les Français. Ils connaissent ma position, je ne changerai pas. J'arrive à un âge et à un parcours politique où j'ai un atout. C'est la liberté de parole.
Voilà. Donc moi je dirais, et je veux, pourquoi je m'accroche pour être candidat en 2027, parce que je sais ce qu'on va dire. Ouais, la 4e fois, il a fait 4%, 3%, oh là là. Non, non, non. Moi je m'accroche parce que je veux pouvoir dire aux Français, droit dans les yeux, ma vérité. Après, à eux de choisir. Mais au moins ils auront eu l'offre indépendantiste. L'indépendance, la paix et le redressement national. Après, c'est aux Français de choisir. S'ils veulent être des esclaves, qu'ils restent avec leur maître. On verra si on gardera la question que je voudrais vous poser là-dessus, mais toujours dans cet échiquier politique à droite, certains peuvent vous dire, mais finalement, vous vous mouillez pas trop, dans le sens où, finalement, parler de l'Europe, c'est pas notre problème. Certains pensent, je pense par exemple au Parti Reconquête, qui pour eux, le problème numéro 1 de la France, c'est l'islamisation du pays. Et l'immigration. Pour Reconquête, mais je suis d'accord avec eux, il y a un vrai problème. Mais comment le résoudre si on laisse les frontières ouvertes, si on applique des directives ineptes, si on laisse le Conseil constitutionnel, donc ils sont incohérents. Et encore une fois, je ne fais pas une fixation sur l'Union européenne par plaisir. Je parle de l'Union européenne parce que c'est ce qui nous interdit de résoudre nos problèmes migratoires, nos problèmes de sécurité, nos problèmes agricoles, nos problèmes industriels, nos problèmes de services publics. Ça fait beaucoup. Je lisais, tiens, par exemple, soyons concrets, un article surréaliste dans Les Échos sur la nouvelle loi sur les barrages. On est en train de créer une usine à gaz parce que l'Europe ne veut pas qu'on gère nos barrages hydroélectriques qu'on a construits. Et on va inventer un tarif d'électricité vendu pour 40% de la production. Enfin, mais je ne sais pas si vous réalisez l'absurdité de ça. Donc moi je dis simplement, parce que je vais être très franc, ma candidature présidentielle ne se justifierait pas si je ne parlais pas de cette question européenne et de la paix. Parce qu'il y a des nuances avec d'autres partis, même avec Retailleau, même avec Zemmour, même avec Bardella. On peut dire que dans l'ensemble, sur plein de problèmes intérieurs, vous comparez les programmes Debout la France, Reconquête, RN et même Républicains, en parole, c'est des nuances. Et d'ailleurs, les gens sur les marchés viennent souvent me voir en disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de vous unir ?» Et ils ont raison. C'est pour moi l'enjeu fondamental de la droite en France. Enfin, c'est plus que la droite, des patriotes, parce que vous avez aussi des patriotes qui viennent de gauche et qui méritent d'être accueillis. Mais enfin, globalement, principalement à droite. Je caricature un peu. Voilà, mais je préfère rétablir. Mais enfin, l'union des patriotes. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a le droit de mentir aux Français en leur disant « Oui, on s'unit tous, mais on ne change pas le verrou principal de ce qui interdira de résoudre les problèmes. On ne l'enlève pas, ce verrou. » Non, moi je vais faire campagne sur « On fait sauter le verrou. » Et plus vous serez nombreux à m'aider, plus on fera sauter le verrou et on vous résoudra les problèmes. Donc ce n'est pas du tout incompatible. Simplement, j'y disais... Enfin, c'est peut-être un peu... Mais bon, disons que je suis en avance de 10 ans. En 2022, au second tour, vous avez appelé à voter pour Marine Le Pen. Bah oui, parce que je n'avais pas envie de voter Macron, que je sache. Est-ce qu'en 2027, vous appellerez à voter un autre parti, même en délaissant cette idée fondamentale qu'est de partir de l'Union européenne? J'aimerais qu'un jour on appelle à voter pour moi au second tour. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans la perspective compte tenu des sondages. Je le sais. Mais rien n'est jamais perdu. Jamais. Tout est toujours possible dans la vie. Donc, premier point là-dessus. Deuxième point, tout dépendra aussi de mon score. Imaginez que sans être au second tour, j'en rêve bien sûr, comme tous ceux qui m'accompagnent, mais on prend les réalités telles qu'elles sont, au jour d'aujourd'hui. Ça peut évoluer. Mais imaginez qu'il y ait une surprise souverainiste. Le candidat de la sortie de l'Union européenne dépasse les 12%. Mais est au second tour. Bien, mon soutien au deuxième tour dépendra de la prise en compte de l'aspiration de ces millions de Français. Oui. Donc, tout est rapport de force en politique. Donc, moi, je dis aux Français qui sont pour la sortie de l'Union européenne, aidez-moi. Voilà. Annoncez dans les sondages que vous votez pour moi. Je serai le seul à être clair là-dessus, parce que même Mélenchon n'est pas clair là-dessus. Et puis, c'est le rapport de force. Vous avez l'occasion. Servez-vous de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'offre quelque chose. Après, c'est à vous de vous servir de moi. Et je pense que la clarté de ma position va permettre de renforcer cette ligne. La clarté de ma position et le contexte. Et la confusion qui règne chez mes concurrents.
confusion idéologique, qui n'a jamais été aussi grande. Parce qu'entre nous, c'est la bouillie pour chat. Hein. C'est pas les critiquer personnellement, il y a des gens formidables, hein, que j'apprécie. Et je ne comprends pas pourquoi, au moment même où l'Union européenne devient dictatoriale, nuit aux intérêts de la France, ils n'osent plus parler de la seule solution qu'il y a pour débloquer la résolution des problèmes français. Voilà, je suis précis. Merci beaucoup. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt. À bientôt. Et on verra aussi, on suivra de très proche votre élection municipale.